Dans le chapitre l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, donc programme de terminale, spécialité terminale, les feuilles correspondent à des organes adaptés à la fonction de la photosynthèse. C'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Par diverses caractéristiques, les plantes terrestres montrent une capacité d'adaptation à la vie fixée à l'interface sol-atmosphère dans des environnements variables. Les plantes développent de grandes surfaces d'échange aériennes, c'est-à-dire par exemple optimisation de l'exposition à la lumière, source d'énergie, transfert de gaz, etc. Les parties aériennes de la plante, et plus particulièrement les feuilles, présentent des adaptations favorables au déroulement de la photosynthèse. Donc il y a une optimisation de l'exposition à la lumière, d'une part, de l'approvisionnement en dioxyde de carbone, d'autre part, et d'ailleurs c'est un facteur limitant de la photosynthèse. Il y a également un contrôle des pertes d'eau par transpiration. On parle de transpiration foliaire. Vous avez sans doute déjà vu à la cime des arbres une vapeur d'eau. Eh bien, la vapeur d'eau provient de la transpiration foliaire, c'est-à-dire de l'eau qui sort des feuilles et qui forme une espèce de petit nuage au-dessus d'une forêt, par exemple. Alors, essayons de dégager une problématique. Nous avons dit que les feuilles sont des organes adaptés à la fonction de la photosynthèse. Alors, c'est quoi la photosynthèse? Eh bien, c'est un processus spécifique des végétaux qui possèdent de la chlorophylle. Donc, processus qui consiste en la fabrication de matière organique à partir de matières minérales, de dioxyde de carbone et d'eau, à condition qu'il y ait de la lumière. Donc ça veut dire que si vous mettez une plante simplement dans un pot, vous lui mettez de la lumière, vous lui mettez de l'eau qui contient des sels minéraux, eh bien la plante elle est capable de pousser toute seule, s'il y a de la lumière. Donc il n'y a pas besoin de lui rajouter de l'engrais, des matières organiques, etc. Elle est capable d'en fabriquer toute seule. Voilà. Donc les feuilles vont capter l'énergie de la lumière solaire et vont l'utiliser pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone, à condition qu'il y ait des matières minérales également, donc en matière organique. Donc je répète que les feuilles captent l'énergie de la lumière solaire et utilisent cette énergie de la lumière solaire pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone en matière organique. Ça veut dire rassembler ces petites molécules pour former de grandes molécules de matière organique. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Alors les mécanismes de photosynthèse, nous n'allons pas les étudier aujourd'hui, c'est dans d'autres cours, vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est simplement pour montrer que les feuilles ont un rôle important dans la photosynthèse. Pour se nourrir de façon efficace, une plante doit donc exposer ses cellules chlorophylliennes à la lumière. Parce qu'évidemment, si la cellule, enfin les feuilles par exemple, ou les cellules chlorophylliennes de cette feuille ont besoin de lumière, si vous enlevez la lumière, la photosynthèse ne va pas être possible. Donc il faut que la plante expose ses cellules à la lumière. Et donc ce qui peut faciliter les échanges de gaz avec l'air environnant. Donc vous allez voir qu'il y a des structures spéciales qui permettent à l'air de rentrer dans les cellules. Il y a des espèces de lacunes, de trous en fait, et dans ces trous, il peut y avoir du dioxyde de carbone, du dioxygène, de la vapeur d'eau, de l'eau. Donc on a des composants qui sont réunis, soit pour fabriquer des matières organiques, alors pas dans les lacunes, c'est dans les cellules chlorophylliennes, et puis permettre des échanges gazeux qui vont faire que, parce que lorsque la photosynthèse se fait, du dioxygène est libéré en même temps, qui est favorable pour nous, qui faisons la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'utilisation en fait du dioxygène et du glucose, qui est une matière organique, pour produire de l'énergie.
Bon. Mais on peut se demander quelles adaptations permettent aux feuilles de réaliser cette photosynthèse avec une efficacité maximale. Alors, les feuilles, nous avons dit, sont des capteurs d'énergie solaire. Alors, une lampe de chevet peut faire l'affaire également. Alors, certaines plantes se caractérisent par des feuilles qui sont très petites, voire quelquefois qui sont absentes. À ce moment-là, on parle de plantes dites aphiles, A-P-H-Y-2-L-E-S. Donc plantes aphiles qui sont typiques des milieux secs. La plupart des végétaux, toutefois, possèdent de nombreuses feuilles. Par exemple, un grand pommier peut avoir 100 000 feuilles, un bouleau 200 000 feuilles, un chêne 700 000 feuilles, et par exemple de vieux ormes d'Amérique ont jusqu'à 5 millions de feuilles. Alors, donc la forme des feuilles est variable, hein, bon, c'est évident, on ne va pas en parler là, mais... Alors, quelle est la structure d'une feuille? Eh bien, une feuille possède quelque chose que vous allez pouvoir voir vous-même en faisant une recherche sur Internet ou sur votre manuel d'une coupe transversale de feuilles observée au microscope optique. Vous allez voir qu'il y a un épiderme extérieur, un épiderme antérieur. Si vous prenez la feuille, vous voyez la surface de la feuille, l'épaisseur de la feuille est petite. Donc si on fait une coupe de feuilles, comme ça ou comme ça, comme vous voulez, à un moment donné, vous allez voir à la partie extérieure et à la partie intérieure ce que l'on appelle un épiderme qui protège la feuille au-dessus et au-dessous. Il y a également un parenchyme palissadique, un parenchyme lacuneux et des lacunes. Autrement dit, il y a, par exemple, si on part de l'extérieur vers l'intérieur, il y a donc un parenchyme palissadique formé de cellules chlorophylliennes vertes qui sont très nombreuses. Puis on glisse ensuite vers un parenchyme lacuneux. C'est le même parenchyme, sauf qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de trous en fait. Et si on descend encore un petit peu, il y a beaucoup de lacunes, pratiquement que des lacunes, avec très peu de cellules de parenchyme. Donc ça veut dire qu'une coupe transversale de feuilles révèle son anatomie, c'est-à-dire que entre deux épidermes constitués de cellules transparentes recouvertes d'une cuticule imperméable, donc ce que l'on avait vu tout à l'heure, donc la protection externe et interne qui s'appelle épiderme en fait. Donc entre ces deux-là se trouvent des cellules chlorophylliennes. Il y a celles du parenchyme palissadique qui sont disposées en couches serrées, donc tassées, il y a beaucoup de cellules chlorophylliennes. Et il y a les cellules du parenchyme lacuneux qui sont au contraire séparées par des espaces qui sont remplis d'air. On parle de lacunes, ce sont des lacunes comme des trous, voilà. Donc remplis d'air, donc il y a des lacunes, donc qui communiquent avec l'atmosphère extérieure grâce à des cellules spéciales dont nous parlerons tout à l'heure, que l'on appelle des stomates. Alors ne pas confondre tomate et stomate, ce sont des stomates. Donc ce sont des espèces de trous, donc de pores en fait microscopiques qui se situent dans l'épiderme. Alors surtout dans l'épiderme interne. Les stomates sont très nombreux, jusqu'à plusieurs milliers, jusqu'à même plusieurs centaines de mille, alors jusqu'à plusieurs... C'est pas vrai ça. Des moments, je m'embrouille, je bafouille dans mon cerveau et je bafouille avec mes lèvres. Les stomates sont très nombreux, jusqu'à plusieurs centaines par millimètre carré d'épiderme. Donc voilà ce que vous pouvez observer dans une photographie réalisée sur une feuille de stomate par simple tranchage d'une lame, d'une mince lamelle. Les couleurs observées sont ici des couleurs naturelles, ici sur le document qui est devant moi. Donc voilà.
Donc nous allons en reparler tout à l'heure. Là, on va décrire un petit peu les choses, puis on reprendra de manière plus explicative. Alors, que permettent les stomates? Eh bien, elles permettent et régulent les échanges gazeux dans la plante. On va détailler leur rôle tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je vous invite à attendre un petit peu. Donc, vous pouvez observer sur une image, toujours Internet ou manuel, stomate par exemple d'un polypone, observé au microscope optique. Vous allez voir, donc il y a des choses avec un petit trou au milieu. On va dire ce que c'est tout à l'heure. Donc chaque stomate est constitué de 2 cellules de garde délimitant entre elles un orifice que l'on appelle ostiole, qui communique avec l'atmosphère interne de la feuille contenue dans le parenchyme lacuneux. Les stomates s'ouvrent ou se ferment selon les variations de facteurs environnementaux qui sont la lumière, donc luminosité, la température, l'hygrométrie, etc. Bon. Donc vous pouvez vous amuser lors d'une activité pratique à prélever un fragment d'épiderme inférieur sur une feuille, par exemple de polypode, de salade, de chou. Vous montez entre la mélamelle dans une goutte d'eau, vous observez au microscope, et puis vous vous amusez à bien observer, faire un dessin, etc. Autrement dit, vous allez pouvoir mettre en avant une coupe transversale de feuilles de maïs, et puis quelques mots sur les variations journalières de l'ouverture des stomates. Eh bien, l'ouverture des stomates dépend, on avait dit, des conditions de température, de luminosité, d'hygrométrie. Par exemple, si on regarde une journée d'automne froide et pluvieuse, on voit que l'ouverture des stomates est très très peu importante, pratiquement pas. Et si on regarde une journée d'été chaude et pluvieuse, eh bien on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ouvertures de stomates. Pratiquement tous les stomates sont ouverts. C'est masculin. Si on regarde une journée d'été chaude et sèche, les stomates sont un peu ouverts, pas tous, mais quand même pas mal ouverts, mais beaucoup moins que par une journée chaude d'été et chaude et pluvieuse. Et si on regarde une journée d'été très sèche, eh bien, il n'y a pratiquement pas de stomates ouvertes. Normal parce que comme les stomates s'ouvrent et laissent passer l'atmosphère extérieure pour aller dans les lacunes, s'il fait très très sec, la plante veut garder son eau. Donc c'est normal que l'ostiole ne s'ouvre pas et que les stomates donc se ferment. Les deux demi-cellules se ferment pour fermer l'ostiole. On va décrire le mécanisme après. Autrement dit, la plante veut garder son eau. Mais si elle n'en a pas, il faut que les stomates s'ouvrent pour faire rentrer de l'eau. S'il y a un temps sec à l'extérieur, les stomates se ferment pour éviter que l'eau s'échappe. En fait, c'est logique tout ça. Alors, maintenant, on va essayer de décrire un petit peu plus en détail les choses, mais sans non plus être trop explicatif. Alors, donc les parties, on a dit tout à l'heure que les parties aériennes de la plante, et plus particulièrement les feuilles, présentent des adaptations favorables au déroulement de la photosynthèse. Il y a par exemple, comme on avait dit, donc optimisation de l'exposition à la lumière, de l'approvisionnement en dioxyde de carbone, qui est d'ailleurs un facteur limitant de la photosynthèse, et il y a également, de la part de la plante, un contrôle des pertes en eau par transpiration. Prenons l'exemple d'un vieil orme d'Amérique. Il peut porter, par exemple, plus de 22 000 mètres carrés de feuilles, soit une trentaine de terrains de handball. Donc on peut relier cette surface étonnante à la structure des parties aériennes, donc les feuilles en fait. À l'image des racines, les tiges sont le plus souvent abondamment ramifiées, ce qui démultiplie le nombre de feuilles dans un volume relativement limité, et donc la surface foliaire totale de la plante. Alors il ne faut pas oublier que les plantes, les feuilles veulent de la lumière.
Donc la surface de la feuille, alors on va dire ici, la surface de la feuille est importante, mais le tranchant de la feuille est très mince. Donc si vous avez de la lumière qui arrive ici, comme ça, plein de lumière, la feuille ne va pas mettre son tranchant exposé à la lumière. Il y aurait moins de lumière qui arriverait ici. Et donc les cellules de la feuille qui sont ici feraient moins la photosynthèse, puisqu'il y aurait moins de lumière. Donc lorsqu'il y a une source de lumière qui arrive, la feuille va bouger en fait pour se mettre dans un alignement, dans une position optimale, pour qu'un maximum de lumière puisse passer à l'intérieur et donc qu'un maximum de photosynthèse soit efficace pour produire des matières organiques dont la plante a besoin. Parce que la matière organique qui est produite par la feuille ne reste pas dans la feuille. Ça nourrit la feuille, mais ça va dans des vaisseaux pour aller dans toute la plante, pour nourrir les racines, les branches, les feuilles, etc. Les fleurs, etc. Alors, l'anatomie de la feuille est très bien adaptée aux échanges liés à la photosynthèse. L'imperméabilité des épidermes est une évidence, parce que s'il pleut, par exemple, s'il pleut beaucoup, donc il y a de la lumière, mais s'il pleut beaucoup en même temps, il ne faut pas que trop d'eau rentre. Il ne faut pas que la feuille se tourne où il y a plein de stomates dessous. L'eau rentrerait. Donc il faut des mécanismes spéciaux qui évitent que la plante soit gorgée d'eau, que la feuille soit gorgée d'eau en fait. Bon. Mais c'est quoi ces mécanismes? Donc on a dit que l'anatomie de la feuille est aussi très bien adaptée aux échanges liés à la photosynthèse. Donc on avait dit un soleil déjà, première adaptation, la feuille se met dans une position optimale pour recevoir le maximum de lumière. Il y a également une imperméabilité des épidermes. Épiderme, donc vous prenez une feuille, donc épiderme externe, épiderme interne. Donc il protège la feuille en quelque sorte de l'eau, ou de trop d'eau qui pourrait arriver ou trop d'eau qui pourrait partir. Donc l'imperméabilité des épidermes et l'existence de stomates qui communiquent avec l'atmosphère interne de la feuille sont des adaptations de la feuille qui permettent un maximum d'échange avec la lumière, mais un minimum de perte d'eau et un maximum d'entrée d'eau si la plante en a besoin. Donc il faut également que du dioxyde de carbone rentre dans les lacunes pour que les cellules chlorophylliennes utilisent ce dioxyde de carbone. Il faut aussi qu'il y ait du dioxygène et de l'eau qui puissent sortir ou entrer, puisque la photosynthèse fabrique des matières organiques, mais également un gaz que l'on appelle le dioxygène qui va nous servir lors de la respiration cellulaire qui permet la production d'énergie. Donc il y a en quelque sorte des échanges de gaz qui sont relativement simples, à la fois simples et complexes. Donc on peut observer des vaisseaux conducteurs de sève également qui permettent de comprendre qu'il y a au niveau de la feuille des adaptations donc à la lumière pour qu'il y ait un maximum de lumière, qu'il y ait de l'eau qui rentre sous forme de vapeur, de l'eau qui sort, du dioxyde de carbone qui entre ou qui sort, du dioxygène qui entre et qui sort. Et tout ça va être transmis, les produits de la photosynthèse, donc les matières organiques, sont transmises à tout l'ensemble de la plante. Donc il faut des vaisseaux conducteurs de sève brute ou sève élaborée. Alors, essayons de détailler la structure des stomates, essayons de comprendre leur fonctionnement et leur rôle dans les échanges gazeux, donc puisque les stomates sont uniquement au niveau des feuilles. Essayons de comprendre. Alors, il faut déjà que j'ouvre mon document. Juste 30 secondes, parce qu'évidemment, les problèmes techniques, ça existe et ça existera toujours. Voilà. Alors, donc on peut se poser la problématique suivante, c'est en quoi la structure et la fonction des stomates facilitent-elles les échanges gazeux. Chez les végétaux, l'épiderme des feuilles possède des ouvertures particulières que l'on appelle des stomates. Ces stomates, donc au masculin, servent de porte d'entrée ou de sortie
pour les gaz tels que le dioxyde de carbone, donc le CO2, le dioxygène, O2, ainsi que de la vapeur d'eau. Les stomates sont constitués de 2 cellules stomatiques et d'une ouverture que l'on appelle ostiole. O-S-T-I-O-L-E. La paroi des cellules stomatiques n'est pas uniforme. Elle est épaisse du côté de l'ostiole et les extrémités des 2 cellules, des cellules, sont reliées entre elles. Donc les extrémités des 2 cellules sont reliées entre elles. À l'intérieur des cellules stomatiques se trouvent des microfibrilles de cellulose à orientation radiale qui relient le côté mince de la paroi au côté épais. La lumière bleue, de même que le manque de dioxyde de carbone dans les lacunes de la feuille, active les pompes à protons, donc H+, de la membrane cytoplasmique. Donc je répète que la lumière bleue, de même que le manque de CO2 dans les lacunes de la feuille, active les pompes à protons, donc H+, de la membrane cytoplasmique. Les protons sont alors pompés vers l'extérieur de la cellule, rendant l'intérieur négatif. Cette différence de potentiel favorise l'entrée des ions K+, ce qui diminue le potentiel hydrique de la cellule. L'eau, par osmose, va alors entrer dans la cellule, ce qui va faire qu'il y a une augmentation de la pression interne. Cette poussée vers l'extérieur entraîne les microfibrilles qui tirent à leur tour sur la paroi épaisse et augmente l'ouverture des ostioles, de l'ostiole. A l'inverse, lorsque de l'eau sort des cellules stomatiques, la pression interne diminue et l'ouverture de l'ostiole se rétrécit. Donc vous voyez que les stomates ont une structure et un fonctionnement adaptés au rôle dans les échanges gazeux de la feuille. Donc c'est très important. Alors, si on regarde au niveau macroscopique, on voit que la morphologie des feuilles est marquée par un très grand rapport surface sur masse. Cette caractéristique est due à la très faible épaisseur des feuilles par rapport à leur surface. Très plates et fines, les feuilles sont donc bien adaptées à la collecte de l'énergie lumineuse et aux échanges de gaz. Au niveau microscopique, on constate l'abondance de cellules chlorophylliennes, leur disposition en un faible nombre de couches, que l'on appelle parenchymes, dont nous avons parlé tout à l'heure, et ceci entre 2 épidermes transparents. Pourquoi transparent? Parce qu'il faut laisser passer, entre autres, la lumière. C'est-à-dire qu'alors que la lumière va atteindre sans problème toutes les cellules chlorophylliennes. Les échanges de gaz, c'est-à-dire absorption de CO2, rejet de O2 et de la vapeur d'eau, sont permis par les stomates. On a décrit la structure et la fonction des stomates précédemment. Donc, je répète que les échanges de gaz, c'est-à-dire absorption de CO2, le rejet de O2 et de la vapeur d'eau, sont permis par les stomates puisque ce sont les seules structures perméables à la surface de la feuille. Donc, on avait vu qu'il y a un épiderme externe et interne qui ne permettent pas à l'eau de passer. Un peu comme si vous mettiez sur la surface de la feuille une couche de vernis. Si de l'eau tombe, le vernis va couler. En dessous, je retourne ma feuille, il y a quand même une couche protectrice qui ressemble un petit peu à quelque chose de transparent sur lequel l'eau va pouvoir couler, mais il y a des ostioles, donc il y a des stomates. Et les stomates vont s'ouvrir, de l'eau va pouvoir passer, de la vapeur d'eau va pouvoir passer, donc entrer, sortir, du CO2 va pouvoir entrer, sortir,
du dioxygène va pouvoir entrer et sortir, mais pour la photosynthèse, il est logique de penser que le CO2 va entrer dans ces lacunes, parce qu'il y a une protection, mais par endroits, il y a des petits trous que l'on appelle des stomates. Et au centre de la stomate, c'est l'ossiole. L'ossiole, c'est un trou par lequel le CO2, par exemple, va rentrer. Mais lorsqu'il y a la photosynthèse, il y a un rejet de dioxyde de carbone et d'eau, donc que l'eau entre ou sorte, il y a un rejet d'eau, mais à l'entrée, avant la photosynthèse, il y a aussi une entrée d'eau. Donc ça, il faut se référer à l'équation finale, au bilan final de la photosynthèse à mettre en parallèle avec la respiration cellulaire. Et vous allez voir qu'il y a un échange de gaz. De l'eau entre et sort, du CO2 entre et sort, du dioxygène entre et sort. Mais globalement, on relie ces échanges à la fonction de la photosynthèse. Et chez les êtres vivants, cette photosynthèse qui va permettre de libérer du dioxygène est à relier également avec la respiration cellulaire. Bon, j'en dis un peu trop là. Autrement dit, donc, les stomates vont favoriser la photosynthèse en s'ouvrant, ce qui permet l'absorption du CO2, et inversement leur fermeture vont limiter les pertes d'eau de la feuille en évitant la sortie de vapeur, donc c'est-à-dire en évitant la transpiration. Leur degré d'ouverture est donc toujours un compromis. Il sera maximal si l'hygrométrie, la température et la luminosité sont fortes, et il sera minimal, au contraire, si les conditions sont défavorables à la photosynthèse et ou trop favorables à la transpiration. Donc ces échanges de gaz sont importants, donc cette absorption de CO2, ce rejet de CO2 et de vapeur d'eau. Bon. Donc voilà, hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, est-ce qu'on a répondu à la problématique? On avait dit que les feuilles sont des organes adaptés à la fonction de la photosynthèse et on avait posé comme problématique quelles adaptations permettent aux feuilles de réaliser la photosynthèse avec efficacité. Je pense, oui, que nous avons bien répondu au problème. Le cours est terminé. Merci.